Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les démons de Loudun. Épisode 2. Le diable au corps. Nous sommes de retour dans la ville de Loudun, en 1632. Vous avez à présent fait connaissance avec tous les protagonistes de notre histoire. Le puissant cardinal de Richelieu et son émissaire, le baron de Laubardemont, énergique parlementaire bordelais envoyé à Loudun, qui se heurte à l'hostilité de la population sur la décision de faire démolir le château et son donjon. Le curé de la paroisse Saint-Pierre, le brillant et séduisant Urbain Grandier, qui se met à dos de nombreux moines et des partisans de Richelieu par ses frasques, sa personnalité écrasante, sa supériorité intellectuelle et son goût pour la contradiction. Enfin, Mademoiselle de Belcier, sœur Jeanne des Anges, religieuse d'une trentaine d'années qui règne en petit despote sur le couvent des Ursulines. Prête à tout pour briller, elle possède une psychologie hautement instable. C'est elle qui fait entrer le chanoine Jean Mignon, ennemi déclaré d'Urbain Grandier, dans le couvent des Ursulines, avant d'accuser le beau curé de Saint-Pierre d'avoir jeté un maléfice démoniaque sur ses sœurs et elle-même. Le pasteur Nicolas Aubin, source de premier plan sur cette affaire que je vous ai déjà citée, nous dévoile comment tout cela débute. D'une façon bien banale en réalité, digne des bêtises que peuvent imaginer de jeunes personnes qui s'ennuient. Quelques mois avant le début de l'affaire, la mort du père Mousseau, le confesseur des Ursulines, vient troubler leur vie monacale austère et languissante. Les plus jeunes de ces dames, qui avaient l'esprit assez gai et qui ne cherchaient qu'à se divertir autant que le réduit de leur clôture pouvait le leur permettre, prirent occasion de cette mort et de l'opinion qu'on avait qu'il revenait des esprits dans la maison où elles logeaient, de se lever la nuit et de faire du bruit dans les greniers, de se donner le passe-temps d'épouvanter les jeunes pensionnaires. Voilà le fantôme du vieux Mousseau de retour dans le couvent. On n'a jamais vu autant d'excitation chez les Ursulines. Lorsque Jean Mignon est choisi par Jeanne des Anges pour remplacer Mousseau, il comprend rapidement la situation. Le pasteur Aubin poursuit sa relation des faits. Mignon se proposa non seulement de laisser continuer ce jeu, mais encore de l'autoriser, d'y prêter les mains et de tenter s'il ne pourrait point en faire quelque usage qui pût lui servir à se venger de ses ennemis et à acquérir une réputation de piété et de sainteté. C'est l'occasion rêvée par Mignon pour se venger du sulfureux Urbain Grandier, qui ne cesse de l'humilier, et force est de constater qu'il monte admirablement son coup. Subitement, Jeanne des Anges sort le grand jeu, dans la nuit du 21 au 22 septembre 1632. Prise de convulsions, elle déclare que le démon s'est introduit dans son corps et lui souffle des paroles impies qui ne laissent aucun repos à son âme. Bientôt, le démon s'empare d'autres Ursulines. Le chaos règne dans le couvent, la rumeur enfle dans la ville puis dans le royaume. La possession de Loudun, si elle est la plus célèbre, n'est pas la première. Depuis le début des guerres de religion, la possession est une arme, au service de la propagande catholique qui cherche à regagner du terrain sur les esprits. La possession part du principe qu'un corps est soumis à un esprit, ou plusieurs, qui dirige complètement son hôte quand et comme il veut. C'est un fait démoniaque qui nécessite le recours au rituel de l'exorcisme, défini dans le rituel romain de Paul V. Il s'agit d'un ensemble de prières, de conjurations au nom de Dieu, d'aspersions d'eau bénite. Des pratiques bien spécifiques et bien cadrées, toujours les mêmes. L'objectif étant de pousser le diable à reconnaître sa défaite, comme dans les évangiles où il a été obligé de se soumettre au Christ. C'est donc toujours le même fait surnaturel encadré de pratiques immuables. Le symbole est d'une extrême puissance pour les catholiques. Ce rituel de l'exorcisme leur permet de s'appuyer sur l'idée de tradition
pour contrer les nouveautés introduites par les hérétiques protestants. D'ailleurs, comme par hasard, dans les grandes affaires de possession, les victimes sont toujours des religieuses de couvent et l'exorciste toujours un prêtre. Après avoir prévenu l'évêque de Poitiers, qui est, je le rappelle, l'un des défenseurs de la politique de Richelieu, Mignon a l'autorisation de recourir aux exorcistes. Il décide de faire appel au prêtre de Saint-Jacques de Chinon, le père Barré, qui porte très bien son nom. Cette espèce d'illuminé parcourt à pied la longue route de Chinon pour arriver à Loudun. Il se livre aussitôt, dès le début du mois d'octobre 1632, et d'abord à huis clos, à des séances d'exorcisme qui précipitent les Ursulines dans des sortes de transes grotesques où elles s'accusent d'être possédées par le diable. Elles se contorsionnent, se roulent par terre, se livrent à toutes sortes de râles et de gémissements suggestifs et très gênants. Une dizaine de jeunes filles sont reconnues possédées. Le père Barré interroge les diables qu'elles ont dans le corps. Répondant par la bouche de leurs victimes, il décline leurs noms, leurs spécialités, apportant des faits précis. On découvre alors Zébulon, Azazel, Belzébuth. Le tout se joue, nous précise l'historien Gabriel Hanotaux de l'Académie française, avec force, sauts, cabrioles, contorsions, injures et obscénités en tout point semblables au formulaire des possessions. C'est alors que sœur Jeanne des Anges désigne expressément l'auteur du maléfice, Urbain Grandier. Il faut préciser que le curé n'a jamais vu aucune des sœurs du couvent des Ursulines. On se met alors à ouvrir les séances de possession à des témoins, des magistrats qui doivent venir constater l'accusation faite par les démons par l'intermédiaire de Jeanne et des autres Ursulines. On note des incohérences, des zones d'ombre. Bref, personne, surtout dans la haute société, n'est très convaincu par cette histoire un peu fumeuse. L'abbé Mignon décide alors de laisser tout cela reposer tranquillement. Il s'écoule un mois, pendant lequel on n'entend plus parler de cette histoire de possession. Urbain Grandier, de son côté, regarde d'abord de loin cette accusation. Lorsque les choses se tassent, en revanche, il devient méfiant. Il sent bien que l'affaire ne va pas en rester là. Et il a raison. Le 12 novembre 1632, l'abbé Mignon demande à tous les médecins de Loudun et des alentours de visiter deux religieuses encore tourmentées par de malins esprits, dont Jeanne des Anges évidemment. On rappelle le père Barré de Chinon pour recommencer les exorcismes puisqu'elles accusent encore Grandier d'être à l'origine de la possession. Les séances d'exorcisme ouvertes à tous se multiplient, d'abord dans la chapelle des Ursulines, puis sur la place publique. On produisit une petite religieuse qui prononça par 2 fois le nom de Grandier en éclatant de rire. Barré s'approcha d'elle pour lui donner la communion, mais il ne crut pas devoir le faire parce qu'elle ne cessait point de rire. Ensuite, elle se retira pour faire place à la sœur Claire. Dès qu'elle fut dans le chœur, elle fit une espèce de gémissement et lorsqu'on l'eut mise sur un petit lit, elle prononça en riant « Grandier, Grandier, il faut en acheter au marché !» Barré s'étant approché pour l'exorciser, elle fit mine de lui vouloir cracher au visage. Elle fit voir des mouvements lascifs à tous les spectateurs et prononça plusieurs fois une parole sale et déshonnête. À ce stade de l'histoire, il convient de préciser que les sœurs sont choisies pour leur capacité à performer et à jouer la scène qu'on leur demande. Si les démons de Loudun se murent dans le silence pour mieux vociférer quelques semaines plus tard, c'est qu'on a très certainement voulu octroyer ce temps supplémentaire aux religieuses pour bien apprendre leur rôle et faire mieux leur personnage lorsqu'il s'agirait de représenter les autres actes de cette tragédie, écrit le pasteur Aubin en personne. Les sœurs connaissent les grandes lignes de ce qu'on attend d'elles. C'est dans l'Évangile. Elles sont donc les complices de l'exorciste. Mais elles en profitent aussi pour vivre une forme de libération personnelle. Sophie Houdard et Michel de Certeau l'ont magistralement analysé. Ils montrent notamment comment ces femmes encore très jeunes, 18 à 25 ans, relativement éduquées, issues de bonnes familles, qu'on a souvent forcées à une vie monacale profondément ennuyeuse, tirent profit de cette scène d'improvisation inespérée, cette fenêtre ouverte sur la liberté.
La possession leur fournit le moyen caché d'une rébellion, sur le mode déguisé du diable qui les autorise à gifler, à cracher, à prendre des attitudes très ironiques, à se payer la tête des capucins. C'est, sinon une vraie rébellion, au moins un défouloir. Imaginez, certaines Ursulines doivent prendre un malin plaisir à offusquer l'assistance en se laissant aller à des comportements érotiques tout à fait scandaleux, ou bien à asséner une gifle bruyante à un abbé. C'est un moyen aussi de faire parler de soi, et nul doute que Jeanne des Anges, connaissant sa personnalité, ait particulièrement goûté cette forme de renommée. Revenons à notre affaire. Malgré la multiplication des séances publiques d'exorcisme, le public est divisé. Signe que les temps changent aussi. Plusieurs rapports des médecins établissent que la prétendue possession semble plus illusoire que réelle. Finalement, en décembre, l'archevêque de Bordeaux envoie une ordonnance sur la démarche à suivre. En février 1633, les docteurs de la Sorbonne opinent pour l'authenticité de la possession. Mais l'affaire traîne en longueur. L'arrivée de Laubardemont en septembre 1633 fait tout basculer. Pour l'abbé Mignon, le baron est un allié de premier choix. Il réussit à le convaincre, Laubardemont ne doit pas se faire prier bien longtemps, qu'il faut faire remonter l'affaire au cardinal de Richelieu et appuyer sur la culpabilité d'Urbain Grandier. Le baron regagne Paris au mois de novembre 1633, les bras chargés de papiers. Ce sont toutes les accusations qu'il a glanées ici ou là depuis des années contre le curé de Saint-Pierre. En somme, les pièces à conviction dans l'affaire Urbain Grandier. C'est ainsi qu'il se présente devant le cardinal de Richelieu. Il est temps de se préoccuper de la responsabilité de Richelieu dans cette affaire. Gabriel Hanotaux remarque un détail étrange. Les archives du cardinal aux affaires étrangères ne paraissent avoir conservé aucun dossier spécial relatif à cette affaire de Loudun. Laubardemont affirme de son côté avoir reçu des lettres de sa part pourtant au sujet de la doctrine de la possession. Elles n'ont pas été retrouvées non plus. L'historien ajoute: ayant toujours en l'esprit le malheur des guerres de religion, les misères de la Ligue, le cardinal n'a vu, à ce qu'il semble dans cette circonstance, qu'une occasion de faire un exemple sur un prêtre notoirement scandaleux et d'imposer à un clergé qui avait un si grand besoin de réforme la loi des bonnes mœurs, l'obéissance à l'autorité ecclésiastique et la soumission au roi. Dès son arrivée dans la capitale, le baron de Laubardemont expose à Richelieu toutes les charges accumulées contre Urbain Grandier. Il est depuis toujours l'un des premiers opposants à la démolition du château de Loudun, prêtre déconsidéré auprès de ses paroissiens, toujours prêt à semer le trouble dans les esprits, se plaçant en porte-à-faux par rapport aux décisions du pouvoir et au rôle traditionnel de l'Église, critiquant sans cesse l'un et l'autre. Il est devenu gênant. Laubardemont sort alors l'argument infaillible pour déterminer le cardinal à se débarrasser d'Urbain Grandier. Le curé serait l'auteur d'un pamphlet attaquant le cardinal, paru à Loudun quelques années auparavant. Aucun homme n'a été de son vivant plus lâchement calomnié que le cardinal de Richelieu. Or, le ministre, irrité par la moindre contradiction, ne supporte pas que sa personne soit attaquée. Gilles Ménage, historien et homme de lettres contemporain de Richelieu, écrit déjà dans ses notes conservées à la Bibliothèque nationale de France. Le cardinal de Richelieu était sans doute un grand ministre, mais parmi beaucoup de perfections, il avait le défaut de ne pas mépriser les injures et de poursuivre à outrance les auteurs de libelles qu'on faisait contre lui. L'historien Leguet ajoute: de bonne heure miné par l'inquiétude, croyant à tout moment sa vie menacée par ses adversaires, il avait entrepris contre eux une lutte sans merci. Âpre à la vengeance, il ne comprit jamais le pardon des injures et fut impitoyable dans la répression. Au moment où Laubardemont débarque à Paris, cela fait déjà plusieurs années que l'on cherche l'auteur d'un célèbre pamphlet intitulé « Lettres de la Cordonnière », un libelle paru à Loudun qui attaque la personne du cardinal et dont le style fougueux pourrait tout à fait être celui d'Urbain Grandier. On avait déjà arrêté l'imprimeur, un certain Jacques Rondin, natif de Bayeux,
expédier Fissa aux galères. Mais le véritable coupable, l'auteur, il se pourrait qu'on le tienne enfin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase où ruisselle encore le souvenir de l'affront fait par Grandier au cardinal en 1618. Reste à convaincre le roi que le curé est un personnage dangereux et qu'il est coupable. Il est évident que ni Laubardemont ni Richelieu ne croient à cette histoire de sorcellerie. Mais l'affaire de possession ne fait pas le même effet sur l'esprit de Louis XIII. Profondément pieux, le roi ne prend pas l'accusation des Ursulines et les séances d'exorcisme à la légère. Laubardemont et Richelieu, lors d'un conseil, brandissent les procès-verbaux d'exorcisme de l'abbé Barré et insistent sans doute lourdement pour déterminer le roi à agir. Puisque la crosse se révèle impuissante, les démons ne pourront être chassés qu'à coups de sceptre. C'est décidé, le pouvoir civil prend l'affaire en main pour libérer ces pauvres âmes innocentes torturées par le mal. À la fin du conseil du 30 novembre, Louis XIII charge le baron de Laubardemont de reprendre et de terminer l'affaire. Il reçoit officiellement du chancelier Séguier la commission d'instruire lui-même le procès d'Urbain Grandier et de faire juger le coupable. Dès lors, les événements suivent la logique d'un scénario où tout est joué à l'avance. Le 6 décembre, Laubardemont revient à Loudun. Alors que les sceptiques sont pourtant de plus en plus nombreux, dès le lendemain 7 décembre, Urbain Grandier est arrêté par le lieutenant de la maréchaussée. Il est conduit sous bonne escorte au château d'Angers, où il est mis au secret dans un sombre cachot. L'enquête se déploie alors dans la ville. On perquisitionne la demeure du curé où l'on récupère un grand nombre de papiers, dont un exemplaire de son fameux traité contre le célibat des prêtres, une merveilleuse pièce à charge. L'interrogatoire de Grandier commence en février 1634. On se livre à de nouvelles séances d'exorcisme où les religieuses accusent encore le curé. On entend les dépositions de nombreux témoins soudoyés ainsi que ceux des Ursulines, qui donne toujours la même version des faits. Une version qui se rapproche de celle consignée dans les mémoires de Sœur Jeanne des Anges, qui se dit habitée par 7 démons différents, rien que cela. Le prêtre, Urbain Grandier, se servait des démons pour exciter en moi de l'amour pour lui. Il me donnait des désirs de le voir et de lui parler. Plusieurs de nos sœurs étaient dans ces mêmes sentiments, sans nous les communiquer, au contraire, nous nous cachions les unes des autres autant que nous pouvions. Et après que les démons avaient bien excité en nous la passion d'amour pour cet homme, ils ne manquaient pas ensuite de venir la nuit dans notre maison et dans nos chambres pour nous solliciter au péché. Une séance d'exorcisme, parmi les autres, est vraiment révélatrice de l'ampleur de cette supercherie. Le 29 avril 1634, au beau milieu de ses gesticulations, Sœur Jeanne des Anges essaye de cracher quelque chose. Elle finit par régurgiter un morceau de papier. On le déplie. Incroyable! C'est un pacte passé avec le diable et les démons, signé par Urbain Grandier. Cette contrefaçon qui nous paraîtrait aujourd'hui bien grossière est encore conservée dans les archives. L'émotion gagne toute la France. À Paris, on se montre toujours aussi incrédule. Laurent Testu, capitaine et chevalier du guet de la ville de Paris, écrit à Richelieu le 26 mai. Je crois être obligé, monsieur, de vous dire que cette affaire de Loudun fait ici beaucoup discourir, et principalement au Parlement, et je vous dirai que je ne vois guère de personnes qui y ajoutent foi, et que l'on tient cela pour imposture, et que l'on dit que le sieur de Laubardemont est ennemi de ce curé. Il ne manquerait plus que ces sceptiques de Parisiens gâtent toute l'affaire. D'autant qu'un médecin doyen de la faculté de médecine de Poitiers se met de la partie, niant la possession et attribuant les comportements des Ursulines à des causes naturelles. Les hommes de bon sens résidant à Loudun motivent une supplique adressée au roi. Leur requête est étouffée par les partisans du cardinal. Laubardemont sent néanmoins qu'il ne faut pas traîner. Après une ultime scène d'exorcisme où l'on confronte les filles à Urbain Grandier, les Ursulines sont saisies d'une telle rage qu'elles manquent de le mettre en pièces.
Le 10 août, l'évêque de Poitiers se prononce en faveur de la possession par l'esprit malin. Le 18 août, un tribunal constitué d'un féodé à Laubardemont et au cardinal de Richelieu se réunit au couvent des Carmes. Toutes les procédures sont bafouées. Sans même donner l'opportunité à Urbain Grandier de se défendre, le tribunal rend son verdict. Nous déclarons, le dit Urbain Grandier, dûment atteint et convaincu du crime de magie, maléfice et possession arrivé par son fait aux religieuses Ursulines de Loudun. Il est condamné à être soumis à la torture puis brûlé vif avec son ouvrage sur le célibat des prêtres et enfin ses cendres dispersées aux 4 vents, avec exécution immédiate. Aussitôt, Grandier est conduit en carrosse au palais de justice au milieu d'une foule très dense pour être exorcisé à son tour. Puis c'est l'heure de la torture du brodequin pour lui faire avouer ses fautes. Cette technique qui enserre les jambes et les pieds de la victime entre des planches de bois est particulièrement redoutable. Tandis qu'on enfonce des coins à coups de marteau, les planches se resserrent et la pression est telle que bien souvent les os se brisent. C'est ce qui arrive au pauvre curé. S'il reconnaît avoir séduit des femmes, malgré la douleur insoutenable qui le fait s'évanouir au moins une fois, il refuse de s'accuser du crime de possession. Il est ensuite conduit, déjà à moitié mort, sur la place Sainte-Croix pour s'évanouir dans les flammes de l'enfer. En remerciement de ses services, Laubardemont est nommé intendant des provinces du Maine, d'Anjou et de Touraine. Jusqu'au bout, Richelieu gardera sa confiance à ce dangereux serviteur, sans aucun trouble de conscience, prêt à accepter les plus perfides besognes. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour un prochain épisode de la série Les démons de Loudun.